Go. Bonjour mesdames, messieurs, sur les ondes de Radio Infocité. Je suis le professeur Normand Cornette, spécialiste en sciences des religions et spécifiquement les rapports entre l'esthétique et la spiritualité, donc les arts et la spiritualité. Et on est en plein dedans avec nos deux invités aujourd'hui. On reçoit Chantal Ringuet, docteur en études littéraires, et on reçoit également Eugenia Reznik, docteur en art visuel, et les deux ont collaboré sur un projet qui est à la fois une exposition actuellement en cours à l'atelier Piroir à Montréal, mais il y a aussi le livre d'artistes réalisé par nos deux invités. Alors, d'abord, bienvenue, mesdames. Bonjour, merci. Bonjour, merci beaucoup. L'exposition ainsi que le livre d'artistes s'intitule Un chant d'Odessa, et je rappelle à l'auditoire de Radio Infocité qu'Odessa, c'est la troisième plus grande ville de l'Ukraine, et d'ailleurs notre invitée Eugenia Reznik est originaire de l'Ukraine, et cette ville Odessa était rendue célèbre dans l'histoire du film, spécifiquement par celui de Sergei Eisenstein, le cuirassé Potemkin, qui fait date dans l'histoire du cinéma. Or, quand je regardais et l'exposition qui est accessible à tout le monde, l'entrée est libre, c'est ouvert au grand public. On vous invite, mesdames, messieurs, à regarder le site de l'atelier Piroir, puisqu'elle est en cours jusqu'au 8 juin prochain. Mais quand je regardais cette exposition, ainsi que le texte, le livre, et vos arrière-plans, toutes les deux, je me suis dit, il y a un dénominateur commun, ou en termes d'opéra, un leitmotiv qui vient, qui revient et qui vient encore chez vous deux. Et j'ose dire qu'il s'agit du déracinement. Ai-je raison, Chantal Ringuet? Tout à fait. Je pense que vous avez raison. En ce qui me concerne, je travaille sur des problématiques du déracinement, de l'exil, de la migration depuis 20 ans maintenant, à peu près. Et donc, c'est un sujet que j'ai abordé à la fois dans des recherches universitaires en littérature, mais qui ont pris par la suite la forme de travaux de création dans la poésie, et également dans des trajets, je dirais, dans des trajets dans les archives d'écrivains qui ont été eux-mêmes déracinés, qui ont pris la forme de trajets aussi dans différentes villes, donc en m'intéressant entre autres à la culture juive et aux écrivains de langue yiddish. J'ai parcouru divers fonds d'archives, j'ai voyagé aussi donc dans différentes capitales de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est pour mieux comprendre cette culture et aussi pour bien plonger dans la langue. Donc, la diaspora, et spécifiquement la diaspora juive, vous intéresse sur le plan de recherche et de création. Exactement. Bon, j'ai beaucoup d'affection pour cette culture, donc c'est pas seulement un objet d'étude, ça je tiens à le préciser. Oui, et pourquoi ça m'intéresse? Donc moi, je suis quelqu'un qui n'a pas vécu la migration, c'est-à-dire que je suis québécoise d'origine, née à Québec, et tout de même, dans l'éducation que j'ai reçue, on avait l'apprentissage des langues, l'apprentissage d'une certaine ouverture sur le monde et sur les religions.
dans ma formation. Et c'est cette culture qui m'a beaucoup interpellée, entre autres quand je faisais mes études, quand j'étais étudiante à Montréal. Et qu'est-ce qui m'a interpellée le plus dans cette culture yiddish, c'est qu'elle a été extrêmement importante à Montréal au début du XXe siècle. Et cette langue, le yiddish, qui est une langue de migration, s'est installée dans la ville. Elle est devenue la troisième, la plus importante après le français et l'anglais. C'est encore des choses qu'on a un peu de mal à imaginer parfois. Donc tout cet univers de la Yiddishkeit a vraiment coloré énormément Montréal avec une presse en yiddish, un théâtre yiddish, 200 écrivains quand même, et une façon de situer Montréal sur un plan cosmopolite, c'est-à-dire la modernité est entrée à Montréal, entre autres avec cette culture, 20 ans après ce qu'on appelle la modernité littéraire dans le Canada français, dans le Québec, et ça nous permet en fait de revoir les paramètres de recherche, de perception de notre ville et de sensibilité qu'on a acquis dans des formations. Et donc, moi, apprendre que Montréal avait été une grande ville juive, qu'il y avait des liens très importants entre Montréal, New York et Buenos Aires dans les années 20, c'est quelque chose qui m'a fascinée. Progressivement, c'est sur un plan local que j'ai commencé à faire ces trajets, c'est-à-dire à me promener dans la ville, à lire des ouvrages, à aller dans les archives pour mieux comprendre quelle était un peu cette culture souterraine dont on voyait moins de traces. On parle d'il y a presque 20 ans maintenant. Et voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Et dans cette culture, je vais terminer là-dessus, il y a des capitales qui ont été très importantes sur le plan de l'imaginaire, sur le plan littéraire, etc. Il y en a deux où je ne suis jamais allée et où il y a longtemps que je souhaite les visiter depuis longtemps. Tchernovitz, bien sûr, qui était entre autres la ville de Paul Celan et d'Aaron Appelfeld. Et l'autre, c'était Odessa. Odessa, qui était la ville de Mendelem Forum, de Bialik, d'Anna Akhmatova également, la poétesse. Donc des écrivains dont je suis le parcours depuis très longtemps. Et cet imaginaire d'Odessa m'a beaucoup habité depuis de nombreuses années. Alors ça vous donne un peu d'éléments de contexte par rapport à ce projet. Donc Odessa est en quelque sorte métaphore, mais aussi en regardant votre travail, je me suis dit que le déracinement est un paradigme pour Chantal Ringuet. Ça sonne juste? Oui, ça sonne juste. Ça sonne juste parce que pourquoi le déracinement, c'est aussi oui, une façon de. Le déracinement, c'est pas seulement l'exil, c'est pas seulement la migration, c'est une façon de sortir, de s'extraire, que ce soit d'une façon forcée ou d'une façon volontaire peut-être, de ses propres racines. On pourrait dire ça comme ça, en fait, si je suis le fil de votre propos, de votre pensée. Pour moi, en fait, c'est en quelque sorte m'extraire de la culture dans laquelle j'ai grandi pour me porter à l'écoute, me porter à la rencontre d'une autre culture qui m'a fascinée, qui m'a éblouie et qui m'a permis de peut-être mieux comprendre mon positionnement dans cette ville qui est Montréal, qui n'est pas ma ville natale, mais bien ma ville d'adoption. Alors oui, le déracinement, c'est au centre de mes recherches et de mes travaux de création. Je pense que c'est toujours en travaillant dans Brigitte Robin, qui a beaucoup travaillé sur le yiddish, parlait d'un espace d'entre-deux ou d'entre-trois langues, à travers les langues aussi, qui ont animé la ville. Donc, ce déracinement est en effet un paramètre. Et Eugenia Reznik, dans votre cas, le déracinement aussi semble un paradigme de recherche et de création. Il suffit de regarder votre site web. Mais pour vous, au-delà des métaphores, c'est du vécu. Vous pourrez nous en parler? Oui, tout à fait. C'est du vécu. Ce mot déracinement a beaucoup de significations. C'est un sujet, c'est un thème sur lequel je travaille depuis de nombreuses années. C'est effectivement le vécu, puisque j'ai vécu plusieurs migrations.
Donc les déracinements, c'est aussi des migrations, c'est aussi une façon de travailler. Alors je m'explique, donc effectivement, je suis née en Ukraine, pas à Odessa, je suis née à Kiev. Cependant, j'ai visité Odessa à plusieurs reprises dans mon enfance. J'ai passé pas seulement à Odessa, mais plusieurs vacances sur la mer Noire. La couleur noire est donc très importante pour différentes raisons, dont la mer Noire. Mais le premier déracinement que j'ai vécu n'était pas une migration, n'était pas immigration, c'était un déplacement, et c'est dans ce sens-là que je définis le mot déracinement. C'était un déplacement, donc une rupture avec un lieu physique qui était ma ville de naissance, Kiev, et c'était donc pendant l'accident de Tchernobyl où j'ai dû quitter Kiev très très vite après l'accident de Tchernobyl pour aller continuer mes études à Moscou pendant quelques mois et puis ailleurs. Et c'était le premier déracinement. Par la suite, après la chute de l'Union soviétique, donc j'ai vécu une première immigration qui était donc un autre déracinement, qui est donc le déplacement en France pour poursuivre mes études universitaires. Puis en 2005, je suis venue vivre au Québec, à Longueuil. Et c'était donc un autre déplacement qui était donc un autre déracinement. Et il y en a eu d'autres dans ma vie, puisque toute la famille proche née en Ukraine, ayant vécu en Ukraine, a vécu dans différents pays, beaucoup aux États-Unis. Mes parents sont donc aux États-Unis depuis aussi le début des années 90. Mon frère a vécu plusieurs années en Israël avant de venir au Canada. Donc le déracinement est en partie l'immigration, c'est quelque chose qui fait partie de notre vécu quotidien. Et quand on se réunit à table avec plusieurs enfants, petits-enfants, etc., souvent on parle 5 langues maternelles qui sont liées au lieu de naissance de ces enfants-là qui sont aujourd'hui dans notre famille. Mais voilà, au-delà de la migration, le déracinement, c'est quelque chose de plus complexe. Donc c'est pas seulement l'immigration, c'est pas seulement un déplacement, c'est vraiment la perte ou la rupture. C'est une rupture avec un lien physique, avec un lieu physique, c'est une rupture avec des traditions, avec la langue, et c'est dans cette rupture-là que je m'enracine. Voilà. Aurais-je bien compris, Eugenia Reznik, que non seulement c'était le déracinement, c'était l'émigration, mais à un certain moment, vous étiez réfugié? Je n'ai pas. Alors, réfugié dans le sens statut juridique C'est administratif. cela. Alors oui, effectivement, j'ai reçu le statut de réfugié comme mes parents, réfugiés politiques au début des années 90 pour les États-Unis. Mes parents sont partis aux États-Unis vivre depuis 94 avec ce statut-là de réfugié. Je ne suis pas partie aux États-Unis. C'est un hasard de la vie qui fait que j'ai reçu une bourse du gouvernement français pour étudier en France et j'y suis restée 11 ans. Donc, je n'ai pas, en ayant le statut, je n'ai pas, voilà, je ne suis pas allée vivre aux États-Unis et donc je n'ai pas été formellement réfugiée, mais plutôt Alors, étudiante en France. pour faire le pont entre Chantal Ringuet et Eugenia Reznik, je crois qu'il importe de dire un fait saillant de ce projet qui est multiple. D'abord, la publication du livre d'artiste à l'atelier Piroir, ainsi que l'exposition qui l'accompagne toujours à l'atelier Piroir. Ça se trouve quelque peu dans le texte d'introduction. Le chant d'Odessa appelle certes une lecture croisée entre le textuel et le pictural, qui rejoint donc, qui crée cette synthèse entre les études littéraires, n'est-ce pas, Chantal Ringuet, et les arts visuels, Eugenia Reznik. Pourriez-vous me parler de cette synergie entre vous deux? Ça semble être, au fond, une réalisation transdisciplinaire. Oui, tout à fait.
2 choses peut-être. Alors, ce qui est intéressant de mentionner aussi, c'est que Eugénia et moi, on s'est rencontrés dans le contexte, d'un centre de recherche dont nous sommes membres, toutes les 2, donc le CELAT, donc Centre interuniversitaire, études sur les lettres, les arts et les traditions de l'UQAM. Et voilà, donc on s'est rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup de résonance, beaucoup d'écho entre nos démarches, nos sujets, beaucoup de parallèles à tisser, donc des liens à tisser, et qui avait été très approfondi pour chacune de nous dans le cadre de notre, je dirais, de notre trajet et de notre engagement. Le terme engagement étant ici très important. L'autre aspect que j'aimerais souligner qui est très important, c'est toute la question de la co-création. La co-création et des livres d'artistes. En commençant à travailler sur ce sujet, donc j'avais commencé avant qu'on projette de travailler ensemble un peu, c'est-à-dire que c'est à la fin juillet, je crois que c'est le 25 juillet de l'année dernière, où il y a eu l'invasion des Russes à Odessa et le centre historique a été détruit. Et bon, ça m'a énormément frappée, et c'est là que j'ai commencé le début d'un poème, je dirais. Et en même temps qu'on pense à cette destruction, on pense aussi, bon, dans toute l'histoire d'Odessa au XXe siècle, il y a eu de nombreux pogroms à partir de 1905, entre autres, avec la révolution russe, tout ça. Il y en a une série, bon, la Deuxième Guerre mondiale, etc., est arrivée également. Et en parallèle, il y a eu une tradition importante de livres d'artistes qui ont été faits par des femmes. J'avais en tête ce repère également. Qu'est-ce qu'on entend par livre d'artiste? Ben voilà, c'est-à-dire des ouvrages qui sont produits en co-création avec des femmes, pas nécessairement deux femmes entre elles, mais des ouvrages qui ont été produits entre les années 30 et jusqu'à 1975, et dans lequel on parlait d'un idéal surréaliste du travail collectif. Et donc, je fais référence ici plus précisément à un très bel ouvrage d'Andrea Oberhuber qui a paru récemment aux presses de l'Université de Montréal et dont j'oublie le titre. Donc, c'est en fait sur le travail à deux, le travail de co-création des femmes, où il est question de femmes comme Leonora Carrington, par exemple, qui a travaillé avec Max Ernst, de Dorothea Tanning, d'Unica Zern, qu'on connaît aussi pour ses écrits ailleurs, et de Léonore Fini. Donc, il y a eu énormément de projets qui ont été réalisés, qui sont de très beaux projets en co-création, et qu'on ne connaissait plus. Donc, c'est Faire œuvre à deux, le titre du livre d'Andrea Oberhuber. Et j'ai beaucoup aimé cet ouvrage, et je me disais, donc en un sens, il y a quelque chose d'intéressant dans cette perspective de création qui échappe un peu aux normes et que l'on reprend avec Eugénia sur le thème du déracinement. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappée. Un autre élément, c'est aussi toute cette question de la destruction. Donc, j'ai publié d'autres ouvrages où il est question des guerres, des destructions. C'est quelque chose qui revient dans mes écrits, dans mes recherches, entre autres en poésie. Et donc, cette grande destruction qui est survenue dans le centre historique d'Odessa en juillet 2025, elle a bel et bien eu lieu physiquement. Il y a cet aspect très, très réel. Et en même temps, l'imaginaire d'Odessa, on ne peut pas le détruire comme ça. C'est-à-dire qu'il existe par la parole des descendants. Il existe par la littérature, par les livres, par les œuvres d'art, et en ce sens-là, c'est important de le perpétuer. Si vous voulez, je ne le vois pas comme une tâche, mais c'est une évocation, c'est quelque chose qui m'a beaucoup habité, en fait. Et il y a un autre ouvrage qui, pour moi, est très important et qui a imprimé sa marque sur le titre du poème, Le chant d'Odessa. C'est un très long poème de Katz Nelson, Le chant du peuple juif assassiné, qui a été publié il y a quelques années, un livre qui me suit partout, dont j'entends toujours des échos. De là vient le titre Le chant d'Odessa. Et donc, en discutant avec Eugénia, alors là, il y avait quand même beaucoup d'éléments, déracinement, destruction, beaucoup d'actualité. Il y a une grande sensibilité. Aussi, quand l'actualité est... On est dans une actualité, disons, qui est d'une telle violence, il y a des enjeux spécifiques. On n'a pas un regard qui est totalement distancié. Ce n'est pas seulement des documents d'archives, si vous voulez. Et
Comment évoquer tout ça à travers le visuel, à travers les mots? Comment, pour ma part, en ce qui concerne le poème, donc il s'agissait d'écrire un poème bref, un poème qui a un caractère à la fois spécifique, donc il est bien question de dessin, mais il est question aussi d'une perspective universelle à travers cette question de la destruction, d'un champ. Que reste-t-il après une grande destruction? Ça peut être un chant, ça peut être une élégie aussi. J'ai préféré utiliser le mot chant, qui se traduit très bien aussi en anglais et en yiddish. Et à partir de là, comment peut-on évoquer, au-delà des gens, au-delà de qu'est-ce qui va rester? En fait, cette question un peu. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui se transmet? Comment l'évoquer? Et on a beaucoup discuté de ça avec Eugénia. Et dans son travail visuel, elle pourra nous en parler, c'est ce qu'elle a cherché à révéler. En quelque sorte, et je laisserai la parole à Eugénia Reznik, en quelque sorte, le but de ce projet commun entre vous deux, c'est d'évoquer, d'articuler, de réaliser, de donner voix à l'indicible, la destruction, la violence et tout ce que ça implique pour la condition humaine, me semble-t-il. Oui, le terme indicible est très connoté. Et oui, je vais peut-être laisser la parole à Eugénia. Merci, merci Chantal. Je voudrais aussi revenir très rapidement aux sources de ce projet, puisqu'effectivement on s'est rencontrés lors d'un colloque. Il y a eu tout de suite vraiment un lien très fort et je sais que toi Chantal, tu avais déjà ce projet, quelque part débuté dans son esprit, mais aussi, je veux dire, sur le calendrier. Et je te remercie chaleureusement d'avoir pensé à moi pour ce projet, parce que, la galerie Alain Perroir, Alain et Agathe Perroir ne me connaissaient pas. C'est toi qui m'as invitée à travailler sur ce projet. Pour moi, c'est mon premier livre d'artiste. Donc on a travaillé ensemble pendant 1 an. Ça a été un bonheur pur, même si bien sûr on est dans un contexte difficile mais faire quelque chose dans ce contexte-là, je ne peux dire qu'une chose, c'est que créer, dans mon cas, et je pense que pour beaucoup d'artistes, c'est de résister. Et donc, ça a été un pur bonheur parce que c'était vraiment faire quelque chose dans ce contexte extrêmement violent. Je voulais dire que donc la façon dont on a travaillé, effectivement, il s'agit de co-création. Je ne vais pas répéter ce que tu as dit parce que c'est vraiment très, très bien et c'est très juste pour nous 2. Mais je voulais dire qu'il n'y a pas eu, même si le projet a été démarré avant que je le rejoigne, il n'y a pas eu d'illustration ni d'une part ni de l'autre part. C'est-à-dire, il n'y a pas eu, souvent on pense à un livre comme le visuel qui illustre les mots ou, dans l'autre sens, des mots qui se collent sur un visuel. Ce n'était pas du tout le cas dans notre démarche, puisque nous nous sommes rencontrés régulièrement, soit par visio, soit en présentiel, et nous avons débuté ce travail, en tout cas nous avons ponctué ce travail un petit peu comme une broderie en posant des petits fils qui étaient pour nous des mots-clés. Donc, tu les as évoqués déjà en partie, la violence, la destruction. J'en rajouterai d'autres. On parlait de racines, on parlait de fils, on parlait de tissus, on parlait de broderie, de rupture, mais aussi de suture. Et donc, c'est ces mots-clés qui nous ont guidés, qui se sont développés au fur et à mesure pour créer en parallèle autant le visuel et le texte qui se rencontraient parfaitement. Je voulais dire que ce sujet, qui est donc le contexte violent, le contexte de la guerre, le contexte de la destruction, mais qui va au-delà, comme tu dis Chantal, de la guerre actuelle, il est, je pense, je l'espère, abordé de façon délicate et pudique, et il est abordé beaucoup par la notion du hors-champ. C'est ce qu'on voit aussi sur les premières images, si je peux me permettre de parler un petit peu des images, c'est ce qu'on voit sur les premières images du livre qui est en français, en tout cas si on l'ouvre de gauche à droite, puisqu'il a 2 débuts, mais si on commence par la partie en français, on voit des mots imprimés sur un fond noir et des racines ou des fils, ce qu'on imagine, ou des branches qui rentrent sur le livre, sur la page du livre, qui rentrent de l'extérieur. Donc ce hors-champ
est très important, et c'est pour ça ce qui est évoqué, ce qui est dit par les mots laisse sous-entendre beaucoup plus de ce qui est autour, ce qui n'est pas dans le livre, comme si on pouvait dans le livre avoir une partie, une petite vision et laisser l'immensité hors champ. Et j'aimerais souligner, au point de vue des images, j'aimerais même fixer l'objectif sur les images dans le livre d'artiste et exposé actuellement à l'atelier Alain Piroir. D'abord, on parle d'Odessa, qui est ville portuaire sur la mer Noire, et la couleur noire qui, évidemment, d'emblée, je pense à Pierre Soulages, tout ce qu'il a fait avec la couleur noire. Mais dans ce livre, dans cette exposition, votre principal opérateur, Eugénia Reznik, c'est le clair-obscur. Oui. Vous pourriez élaborer un petit peu là-dessus? Tout à fait. C'est vraiment une magnifique référence à Pierre Soulages, qui est très flatteuse aussi, même si aucune comparaison n'est possible, bien évidemment. Je souligne que Pierre Soulages travaillait donc, on va dire, sur les tableaux les plus connus de lui, il travaillait le noir sans laisser aucune trace de blanc. Cependant, quand on connaît ses entrevues, on sait qu'il a travaillé le noir parce qu'il avait envie de peindre à la neige. Et pour peindre à la neige, il fallait, faut comment souligner le blanc. Après cette parenthèse, je voudrais préciser que en fait, c'est un livre en clair-obscur, donc un livre qui est en noir et blanc, sauf une couleur, le vert, qui apparaît sous forme d'un fil de broderie sur une page entièrement blanche, avec juste une phrase en yiddish imprimée en noir. Mais c'est un livre qui est donc imprimé entièrement en noir, avec de l'encre noire. Et les blancs qu'on voit sur les pages, c'est pas de l'encre blanche, c'est le blanc du papier, c'est-à-dire c'est les absences, c'est le manque qui crée le sujet. Et donc, effectivement, c'est par l'obscur que le clair apparaît, c'est par l'obscur, c'est cette encre noire qui laisse des trous et qui laisse apparaître des racines. C'est donc ce travail en négatif qui donc fait apparaître des objets tels que par exemple les racines, les fils, le tissu. Mais ces objets ne sont pas là, puisque c'est uniquement l'espace négatif qui est imprimé. Et ça, c'était vraiment un choix à faire, hein, avec, en particulier avec Agathe et Alain Piroir, puisque c'est un choix à faire à partir du papier. Quel papier, quelle blancheur du papier pourrait-on avoir? Quelle noirceur peut-on avoir? Par exemple, est-ce qu'on utilise le papier noir et on imprime à l'encre blanche? Les tests n'étaient pas concluants, le noir n'était pas assez noir, et donc la décision a été prise de travailler par l'espace négatif, qui m'enchante énormément, puisqu'elle a cette décision a une portée très importante sur le sens de ces images. Donc la racine n'est plus là, la racine n'est pas là, c'est ce qui est autour, le hors-champ qui est là. Et au point de vue de procédé artistique, il y a un parallèle, n'est-ce pas, avec la photographie argentique. En fait, vous avez pris le paradigme de la photographie argentique, mais vous l'avez transposé ailleurs et sur d'autres matériaux. Vous pourriez nous parler un petit peu là-dessus? On peut faire le parallèle, merci beaucoup, on peut faire le parallèle effectivement avec le procédé argentique. Je ne suis pas photographe, donc je n'ai jamais travaillé réellement en photographie. Cependant, je suis absolument passionnée par les images de radiographie plutôt. Et donc, ces images-là, effectivement, peuvent avoir ces références-là, comme d'autres références sur les œuvres des artistes qui travaillent en noir et blanc. Mais ce qui est vraiment important peut-être à souligner, c'est que j'ai travaillé, ce ne sont pas des œuvres numériques, et il y a de vraies œuvres physiques, matérielles, qui ont précédé l'apparition du livre, et donc ces œuvres-là ont été créées sur un matériau complètement inusité et qui était également très important pour la création du livre. C'est donc le tissu textile
qui s'utilisent dans les jardins. Donc, enfin, on parle du tissu, mais en réalité, ce n'est pas un tissu, c'est de lin tissé, puisqu'il n'y a aucun fil qui est tissé pour créer ce support. Donc, c'est un matériau qui est à mi-chemin entre le tissu et le papier, qui a une trame qui ressemble à du lin, donc une trame vraiment rectangulaire avec des petits points on pourrait croire que c'est du lin. Et ce support s'utilise dans les jardins pour donc tapisser le sol et pour empêcher les plantes, les mauvaises herbes, on dit souvent les mauvaises herbes, de proliférer. Je travaillais avec ce matériau avant qu'on se rencontre avec Chantal et je trouvais que ce matériau vraiment avait une portée très intéressante dans ce projet-là, puisque ce matériau qui est supposé de servir de frontière, eh ben, en le brodant, en le travaillant, on supprime, on transgresse cette frontière-là. Et c'était aussi mon souhait. Et donc, en travaillant sur le géotextile noir, avec de l'encre blanche en sérigraphie ou alors avec le fil blanc en broderie, j'ai créé des œuvres à partir desquelles j'ai pu donc proposer des images pour le livre. Donc, effectivement, il peut y avoir la référence photographique, excusez-moi, mais aussi d'autres références, en particulier le jardinage. Alors, avant de nous adresser encore à Chantal Ringuet, en fait, mon approche dialogique aux arts est celle de méditer, de contempler, tout comme on faisait avec les exercices spirituels de Loyola, croyez-le ou non, de la Renaissance, qui est à base, à l'origine de la société de Jésus, qu'on appelle les jésuites. Mais à force de méditer, de contempler les images de cette exposition et de ce livre d'artiste, Un champ d'Odessa, je ne pouvais pas éviter l'impression, comment dire, ça m'a troublé. Et je songeais à des expositions de Louise Bourgeois. La question des toiles, de l'araignée, de cette désolation. D'ailleurs, vous donnez beaucoup d'espace. En principe, opérateur, un fait saillant de ce livre et de l'exposition, c'est à quel point c'est spatial. Et il y a une charge affective. Et Louise Bourgeois, qui, elle, faisait référence à l'industrie de la soie, puisqu'elle était de Lyon, et ça lui faisait penser à sa mère, l'araignée, tisser la toile. Il y a vraiment une charge affective profonde. Et vous pourrez peut-être nous parler, Eugénia Reznik, de votre rapport à l'œuvre de Louise Bourgeois. D'ailleurs, le noir est très, très dominant chez Louise Bourgeois aussi. Et vous avez une affection pour les fils. On n'a que regarder sur votre site web. Vous aussi, tisser, ça vous importe. Broder aussi. Je vais être très brève aussi pour laisser la place à Chantal. Je vois que l'heure avance aussi. Alors, c'est très intéressant ce que vous évoquez. Je ne ferai peut-être pas la référence à l'araignée, bien que, j'ouvre la parenthèse, dans la deuxième partie du livre, puisque le livre est en 3 parties, on peut dire ça comme ça. Donc, la partie qui est en français, où les racines apparaissent tout doucement à partir de l'extérieur de la page. La partie qui est en anglais où, au contraire, ces fils ou ces racines ou ces cheveux ou des tissus se mélangent, il y a comme un embrasement de cette matière. Et effectivement, là qu'on pourrait penser à la toile d'araignée ou quelque chose comme ça. Cependant, j'espère que ces fils donnent des émotions différentes. On peut penser effectivement aux cheveux, aux racines, aux branches, aux fils de tissu. Et puis la troisième partie qui est beaucoup plus vide, la partie donc en yiddish qui est beaucoup plus vide, où la place est au mot, à la tracée de la lettre et quelques traits et juste quelques trous, le papier troué, donc très peu de forme blanche.
Et ce qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire, le rapport avec les œuvres de Louise Bourgeois, c'est pas tellement l'araignée, mais c'est plutôt le rapport aux mains. Et je pense aux œuvres sur les mains de Louise Bourgeois, même si on ne les voit pas, ces mains-là, dans mes œuvres, en tout cas dans le livre. Il y en a d'autres que vous pouvez voir sur le site internet où les mains sont très importantes, mais je pense, je l'espère, que les mains, on les sente. Et c'est peut-être ici que je voulais faire effectivement le lien avec, auquel je n'ai pas pensé avec les œuvres de Louise Bourgeois, mais oui, cette présence des mains invisibles est là. Les trous qui sont donc à la troisième page en passant de la droite, donc côté yiddish, les trous qui sont faits pour la broderie. J'espère qu'on les sent très fort les mains, puisque chaque copie de ce livre est unique par cette page-là. Et je parlais tout à l'heure de l'espace. L'espace joue un rôle primordial dans ce livre, dans cette exposition, en point tel que vous nous mettez face au vide, voire au néant. Et ce vide est béant. Et en sciences des religions, on parle de la théologie négative. Croyez-le ou non, pour moi, ce livre, cette exposition, me mettait devant la théologie négative, en grec antique, apophagique. Donc, et ça rejoint l'indicible, parce que l'axe de la théologie négative, ce n'est pas ce qu'on peut dire de Dieu, mais ce qu'on ne peut pas dire. Donc l'indicible. Et en même temps, ça rejoint, puisqu'il s'agit du chant d'Odessa, évidemment, je me suis posé des questions sur la musicalité dans cette création. Et je pensais d'emblée à John Cage, un des plus grands compositeurs du XXe siècle, qui disait que le son le plus fort, c'est le silence. J'étais donc face au silence dans cette exposition. Ce qui m'amène vers Chantal Ringuet et l'esthétique de ce projet. Il s'agit d'une œuvre austère, sévère, me semble-t-il. Qu'en dites-vous? Je comprends mieux. Je comprends mieux vos références maintenant parce que j'ai aussi fait du grec ancien, j'avais commencé en philosophie et voilà. J'ai fait du latin aussi, donc la théologie, tout ça, c'était très proche quand on était, entre autres, moi j'ai commencé à l'université Laval, donc et voilà, et je suis allée aux jésuites aussi, donc je comprends mieux vos références à l'indicible maintenant, tout ça, et votre perspective. Pour ma part, je ne dirais pas, c'est pas le mot austère ou sévère qui me viendra en premier, je ne sais pas ce qu'en pensera Eugénia. Je dirais épuré. Et il est vrai qu'il y a une épuration. Il y a une épuration et la notion de vide est très importante, mais aussi la notion de trace. Qu'est-ce qui reste aussi Des vestiges. Oui, des fragments, des vestiges. L'autre aspect important, on parlait de fils, de broderie, donc de chemins rompus, de racines qui se défont, de fils qui se mélangent. Donc c'est extrêmement évocateur. On a parlé de ça beaucoup avec Eugénia parce qu'elle utilise la broderie dans son travail. Et en fait, moi, je suis en perfectionnement professionnel. Depuis 2 ans, je fais de la broderie, mais dans une autre perspective, qui est la broderie d'art. Et ça rejoint aussi beaucoup de questionnements, une démarche par rapport à l'affiliation. C'était un travail qui était aussi les femmes de ma famille, etc., ma grand-mère, voilà, qui était pratiquée, la broderie, entre autres. Les travaux sur le fil. Maintenant, le fil, donc pour moi, il y a ce lien entre comment se déploie le texte yiddish qui se lit de droite à gauche. En le traduisant, je déplie le texte dans l'autre sens pour le rendre accessible à un lecteur francophone. Et en même temps, cette question du fil m'habite beaucoup parce que il y a voilà, le fil
de l'écriture jusqu'au fil de la broderie. Et là, ça prend forme finalement, en discutant, on réalise qu'on a créé quelque chose de vraiment intéressant et symboliquement très, très fort, je pense. La question du yiddish qui arrive à la fin, donc c'est la 3e langue qui est abordée. Dès le début du projet, voilà, Eugénia l'a mentionné rapidement, c'était prévu pour moi ce projet de livre d'artiste chez les Piroirs depuis 2018-19, quelque chose comme ça. Et comme je suis associée au yiddish, on avait déjà décidé que la 3e langue du livre serait le yiddish. Alors après, c'est bien enchaîné et a pris forme d'une façon vraiment intéressante. Et ce qu'on a remarqué en travaillant ensemble avec Eugénia, que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin, donc, on a le poème, mais à la fin, il y a les racines au départ, dans le visuel, et à la fin, c'est le yiddish qui prend racine. Ce sont les caractères, les mots yiddish qui s'enracinent dans ce noir que vous appelez le vide, qui vous évoque quelque chose d'austère, etc. Et je pense que ça, c'est très important aussi, parce que ce livre, finalement, se lit dans les 2 sens. Tous les livres en yiddish commencent dans le sens inverse des livres en français ou dans la culture occidentale. Donc, ce qui est la fin d'un livre pour nous, depuis la couverture finale, c'est le début. Et donc, on peut lire le livre dans les 2 sens. Le livre n'a pas de fin. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de début, mais il n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce comment dire, il y a quelque chose de très organique qui unit les 3 langues, qui unit, je crois, le texte, le visuel et le noir. Alors, merci Chantal Ringuet d'avoir souligné quelque chose qui est évidemment une évidence, c'est que, et dans le livre et dans l'exposition, on est en plein dans le minimalisme. Le minimalisme visuel, le minimalisme littéraire, on est dans une mouvance et vous faites bien de le souligner. Donc, avec votre permission, on aimerait bien vous entendre lire ce poème en français, en chant d'Odessa, et ensuite en yiddish, et on va boucler la boucle avec le poème en anglais, puisque ça existe dans les 3 langues en chant d'Odessa. Avec plaisir, j'aimerais préciser tout de suite que nous avons 2 traducteurs. Le travail des traducteurs est toujours très important. Donc, pour l'anglais, c'est Don Winkler qui a traduit mon poème, et vers le yiddish, Sébastien Schulman. Une racine s'élance depuis les bords de la nuit. J'entends l'appel des oiseaux invisibles, plumes et branches emmêlées, dans un jardin de lin, dans un nid de lin et de pluie. Des soleils noirs coupent la parole aux astres, les mots d'Odessa emportent leurs écorces, loin de la ville blessée. Un chant s'élève. Je vais le lire maintenant en yiddish. Es schießt sich heraus a Wurzel beim Breg von der Nacht. Irrt dem Klang von the erdige Vogel. Federn und Zweigen zu neu geflochten, in ein Nestel von Flachs und Regen. Schwarze sich Aken über die Rede von die Sternen. Aresses Wärter bringen mit sich sehr Chore. Weit von der verwunderter Stadt hebt sich auf ein Lied. Et maintenant, en anglais, The Song of Odessa. A root takes to the air at the edge of night. I hear the call of invisible birds, branches and flowers together in a nest of flax and rain. Dark suns cut short the utterance of stars. Odessa's words bear
bark away, far from the damaged city. A song wells up. Alors, en conclusion, puisqu'il y avait des références à la fois artistiques et poétiques et religieuses, je pense à l'image, au récit, dans les écritures hébraïques, Moïse qui entend la voix divine, ou qui en a la vision, parce que c'est une songe et une vision. Il s'agit du buisson ardent, qui est devenu une thématique, et en littérature, et en art visuel. Et d'ailleurs, chez Marc Chagall, et Chantal Ringuet a travaillé sur l'œuvre de Marc Chagall. Donc, je propose à l'auditoire de Radio Infocité, à nos deux invités, Chantal Ringuet et Eugénia Reznik, plutôt que le buisson ardent, dans votre œuvre, en chant d'Odessa, il s'agit d'un buisson de la quiétude, parce que c'est une œuvre quiétiste. Et j'invite l'auditoire à découvrir cette mouvance d'une spiritualité au tréfonds de soi-même, qui est une voix divine, comme celle que Moïse a entendue quand il a découvert le buisson ardent qu'on retrouve dans les écritures hébraïques. Merci à nos deux invités, Chantal Ringuet, Eugénia Reznik. Je vous invite, mesdames, messieurs, à regarder leurs sites web respectifs. Il s'agit de deux artistes polyvalentes qui mènent constamment des recherches. Et d'ailleurs, quand j'ai vu le matériel sur lequel vous avez réalisé ces images, c'est une découverte pour moi, tout comme le mot géotextile. J'adore ça, géotextile. Alors, les artistes, allez découvrir le géotextile. Et merci à Jean-Marc Drolet, qui est à la régie de Radio Infocité. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.